Mesdames, Messieurs, je vais introduire la conférencière d'aujourd'hui et des semaines à venir, Madame Bénédicte Savoie, pardon. Je rappellerai simplement que j'ai fait sa connaissance il y a 1 ou 2 ans, parce que nous avions en commun le projet de célébrer à Paris Alexandre von Humboldt, c'est-à-dire un des grands représentants de la science allemande, qui a choisi malgré tout de passer presque 30 ans de sa vie à Paris et qui a laissé, grâce à sa correspondance, un témoignage extrêmement vivant sur la correspondance des arts et des sciences dans cette capitale qui semblait éteinte en 93 et puis qui renaît de façon splendide sous le consulat, sous l'Empire, c'est-à-dire au moment où Humboldt, malgré sa nationalité prussienne, a quand même réussi à se faire respecter assez du régime pour ne pas être troublé. Alors cette collaboration m'a vraiment enchanté et avec mes confrères, mes collègues de l'Institut français, de l'Institut de littérature, très exactement du collège, nous avons souhaité l'inviter. Et la voilà, elle va vous parler aujourd'hui sur un sujet qu'elle connaît admirablement et qui d'ailleurs est d'une triste actualité, c'est-à-dire les transferts ou les disparitions d'œuvres d'art. Et je dirais simplement, parce que je ne veux pas raconter sa vie, elle le fera elle-même si elle le souhaite, qu'elle est actuellement professeure, si j'ai bien compris, à l'Institut d'histoire de l'art de la Technische Universität de Berlin, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Et d'autre part, elle est l'auteur aussi d'une thèse dans le jury duquel figuraient des personnes qui sont présentes ici, en particulier Pierre Rosenberg, que je m'empresse de saluer. Et cette thèse s'intitulait « Les spoliations françaises d'œuvres d'art en Allemagne autour de 1800 ». Et vous comprendrez que ce sujet m'est beaucoup touché du fait que c'est le moment justement où notre Alexandre est à Paris. Alors je la laisse se présenter elle-même par le propos qu'elle va nous tenir aujourd'hui et dont vous voyez le titre sous vos yeux. Mais avant de donner la parole, je vais faire un petit cadeau pour vous montrer la joie que nous avons de l'avoir dans nos murs. Et je vais vous offrir une médaille tout à fait classique, avec sur l'avers l'image du collège tel que le XVIIIe siècle vous l'a légué, et puis un personnage qui me tient beaucoup à cœur, qui est Guillaume Budet, et que j'ai fait remplacer sur la médaille l'image de François Ier. Il me semblait que c'était vraiment François Ier, notre fondateur, et non pas ce roi qui profitait des occasions pour se faire valoir. Donc voilà votre médaille, vous vous souviendrez de nous, et nous avons mis votre nom et les dates de votre séjour pour que nul n'en ignore. Un grand merci, je crois qu'aux Jeux Olympiques, on ferait ça. Dernière indication, le livre que nous avons préparé ensemble a paru, et je ne saurais assez vous le recommander. Il s'appelle « Les frères Humboldt, l'Europe de l'esprit », et il a paru sous le sigle PSL à un moment où notre amie Madame Françoise Ferber en était la présidente. Donc je ne voulais pas le mentionner sans mentionner le nom de Monique. À vous, Charles. Nous écoutons. Cher Marc Fumaroli, cher Carlo Ossola, cher Pierre Rosenberg, c'est un immense plaisir et une grande inquiétude pour moi d'être ici aujourd'hui. Inquiétude au sens où, pour la première fois, je vais essayer de parler en langue française, de choses qui m'occupent depuis longtemps, mais plutôt en langue allemande. Et la langue est évidemment
évidemment liées aux émotions. Les émotions des Allemands sur ces questions de spoliation artistique ne sont pas les mêmes que les émotions des Français, si bien que transposer un discours dans une autre langue m'a obligée à transposer quelques idées ou à les tester ou à évaluer leur validité. Je suis très heureuse d'être ici, d'autant plus heureuse que le hasard a fait que je partage un bureau avec un jeune conservateur de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, Pavel Lourier, qui lui-même a la garde d'objets qui ont été saisis comme trophées par l'Armée rouge en 1945 à Berlin, ce qui nous a créé d'emblée un vaste sujet de conversation. Nous sommes à Paris en octobre 1963. À ce moment-là, le tout jeune réalisateur John Frankenheimer s'apprête à tourner une superproduction internationale avec un casting prestigieux, Le Train, inspiré des mémoires de Rose Valland, comme vous le savez. Dans une succession de travelling époustouflants, le générique de ce film est un vrai morceau d'anthologie. Sur le thème pressant de la musique de Maurice Jarre, la caméra traverse pendant plus de 2 longues minutes un décor composé d'échelles, de tables, de bailots de paille, de matériel d'emballage, mais aussi et surtout de tableaux, décrochés des murs, manipulés et mis en caisse par une armée silencieuse d'hommes en uniforme. L'un d'eux boit du champagne, frais. On est en août 1944. Les Allemands procèdent au démantèlement du musée du Jeu de Paume. Je vous montre 30 secondes de ce générique. Avec ce blockbuster paru à Paris, ou bien sorti à Paris en septembre 64 et aux États-Unis en mars 65, l'événement historique, le pillage des collections parisiennes par l'occupant allemand, par les nazis, passe du cycle de l'événement historique au cycle de la simulation, au cycle de la narration. Il est rejoué, diffusé dans le monde entier. Ce cycle de la simulation est le cycle ou le moment où l'imagination collective, 20 ans après les faits, s'empare de l'événement. On pourrait dire 20 ans après les faits, c'est très tôt, mais ce film de 1964 n'est pas le premier à thématiser les grands déplacements d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le second, car le premier date de 1961. Il s'appelle 5 jours et 5 nuits et c'est une coproduction, la première coproduction de l'Union soviétique avec la RDA. L'imagination collective des uns n'est pas l'imagination collective des autres, et dans ces films, évidemment, dans un contexte de guerre froide, on voit la lecture américaine des événements d'un côté, de l'autre côté, la lecture soviétique d'événements, puisque dans le film 5 jours et 5 nuits est mis en scène le sauvetage de la galerie de Dresde par l'Armée rouge, qui est en fait sa prise à titre de trophée et son transport à Moscou. « 20 ans après les faits, donc, alors que les œuvres d'art avaient été transportées mais aussi restituées, il semblait que le récit pouvait faire place à l'histoire. Et on sait, nous autres, maintenant, au début du XXIe siècle, combien ce passé, qui avait 20 ans à l'époque, qui a maintenant 70 ans, combien ce passé ne passe pas. Je vous ai montré quelques titres de journaux, on pourrait montrer des émissions, ou bien évoquer des émissions de radio, de télévision, des expositions, des blogs internet, etc. Ce sujet des grands déplacements forcés d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale est un grand sujet d'actualité. Vous voyez au milieu un blog italien, Chi li ha visti i tesori di Piemonte e Lombardia ancora prigionieri di guerra. À gauche, une émission de télévision russe sur une exposition de trophées pris par l'armée allemande à Veliki Novgorod et restituée et exposée l'année dernière. Et puis tout à fait à droite, une monographie intéressante parue récemment sur les tableaux de Rubens pris à Potsdam et expédiés en Sibérie.
On pourrait évidemment citer tous les films qui sont sortis récemment, il y a quelques semaines, par exemple Woman in Gold, présenté à la Berlinale de Berlin, de Simon Curtis sur la restitution et la réclamation d'un tableau de Klimt à Vienne. Au total, il semble donc bien que ces questions de spoliation, de pillage, de déplacement forcé d'œuvres d'art, que dans ces questions-là, la Seconde Guerre mondiale ne soit pas encore terminée. Ou pour reprendre l'expression d'Henri Rousseau, il semble qu'on soit face ici à un passé qui ne passe pas. Pire, au lieu d'apaiser les tensions, le temps qui passe semble les exacerber. Au lieu de rapprocher les parties, il semble produire de l'acharnement et de la méfiance. Or, ce phénomène d'un passé qui ne passe pas ne se limite pas à la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces affaires, il semble que non seulement 70 ans ne soient rien, mais que 100 ans, 150 ans, 200 ans ne soient rien non plus. Tout le monde se souvient ici de la réclamation par la Chine, en 2009, des têtes de bronze issues du pillage du palais d'été par l'armée française et l'armée britannique en 1860. On connaît la diatribe de Victor Hugo, qu'on voit ici à gauche, contre ce qu'il qualifia alors d'acte de barbarie, j'y reviendrai tout à l'heure. On se souvient du refus de Pierre Berger, le propriétaire des bronzes à l'époque, de restituer ses œuvres tant que, citation, le Tibet ne serait pas libéré. Et on sait que François Pinault finit par faire don de ses bronzes à Pékin 4 ans plus tard, la presse mondiale insistant alors beaucoup et dans toutes les langues sur les 153 années qu'il avait fallu attendre entre le départ des œuvres de Pékin et leur retour à Pékin. Cette durée devenait un slogan. Mais si on recule encore dans l'histoire, par exemple, si on se place à l'époque de la Première Guerre mondiale, on constate que là aussi le passé ne passait pas. Du point de vue allemand, ce passé, c'était la spoliation ou la confiscation par la Révolution et par l'Empire des œuvres d'art conservées dans les grandes villes princières allemandes. Pendant la Première Guerre mondiale, on trouve une grande quantité d'articles, comme celui-ci de Hermann Degering, Französischer Kunstraub in Deutschland, 1794-1807, donc d'articles qui remettent en scène ou étudient des événements qui s'étaient produits plus de 100 ans auparavant. Et encore ça, ce n'est rien, car le plus bel exemple, ou un bel exemple de grande distance historique, est par exemple cette coupure de presse tirée de Aftonbladet, qui est le plus grand quotidien suédois, dans laquelle il est question d'une réclamation du président de la République moldave, qui réclame une œuvre saisie en 1627 pendant la guerre de 30 ans en Moldavie, pendant la guerre de 30 ans où elle avait été transportée à Stockholm. 400 ans après, pourrait-on dire, il faudrait peut-être faire table rase du passé, oublier ces événements. Et encore, ces 400 ans ne sont rien, car la première grande histoire de restitution et de spoliation que nous connaissons dans l'histoire de l'humanité est consignée sur ce cylindre mésopotamien conservé au Louvre depuis 1947, le fameux prisme F du Louvre, qui a le numéro d'inventaire, c'est important pour les Mésopotamiens ou les assyrologues, AO19 939, sur ce cylindre de terre et sont racontés les exploits d'Assurbanipal, bien connu des historiens de l'art grâce au XIXe siècle, Assurbanipal qui fait le récit de sa prise de la ville de Suse et qui notamment parle d'une statue qu'il rapatria chez elle. La phrase qui nous concerne, et on y reviendra tout à l'heure, dit « Nanaya », qui est la statue en question, une déesse de la fertilité, Nanaya, très en colère pendant 1635 ans, Nanaya, qui était partie pour Elam, ce lieu indigne d'elle, m'a confié la tâche de la ramener chez elle. Alors tous ceux qui parmi nous s'occupent de provenance, de restitution ou bien de conserver dans les musées des œuvres menacées par des réclamations attraperont sans doute le vertige en lisant ce chiffre, 1635 ans. Manifestement, ça ne passe pas, et même, semble-t-il, on y reviendra tout à l'heure, quand les restitutions ont eu lieu, la mémoire de ces faits reste vive, reste ancrée dans les imaginations, dans les mémoires, dans les consciences collectives. La question que je me pose donc avec vous, ou que j'aimerais poser, est de savoir, d'expliquer, comment expliquer cette longue durée de la mémoire qu'on constate, comment comprendre la singularité des traumatismes individuels et collectifs suscités par ces questions depuis l'Antiquité, manifestement,
et la question actuelle, d'actualité pour notre engagement dans les musées ou comme intellectuel ou à l'université, quelles sont les pratiques et les discours qu'il faudrait adopter aujourd'hui et demain face justement à ce passé qui ne passe pas. Car c'est désormais une évidence, la question des déplacements forcés d'œuvres d'art, y compris ceux de l'époque coloniale, que je voudrais, avec toutes les précautions indispensables liées à ces questions plus générales de déplacement d'œuvres d'art, ces questions sont l'un des grands enjeux de la politique culturelle, de la politique des musées, de la politique occidentale au XXIe siècle. Alors pour répondre à ces questions, je voudrais articuler le propos en 3 temps, qui s'intitule « Tant que durera la perte », premièrement, deuxièmement « Douleur fantôme » et troisièmement « Le musée impassible ». Et faire précéder ces 3 volets d'une remarque terminologique que j'intitule ici « Les mots pour le dire ». Comme vous l'avez constaté depuis tout à l'heure, j'ai utilisé les termes de pillage, de spoliation, de confiscation, de saisie artistique de manière indifférenciée et de manière peu satisfaisante. En utilisant ces termes, on adopte toujours, ou bien ces termes charrient avec eux des implications idéologiques, de représentation, qui toujours sont déjà une lecture des événements. On s'en rend compte particulièrement quand on tente de traduire ces expressions, quand on tente de parler de ces choses dans d'autres langues. Les mots pour le dire, dans la remarquable étude de Corinne Bouchou que je montre ici sur le traitement médiatique des spoliations de la Seconde Guerre mondiale, des spoliations de biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le sous-titre est « Le traitement politique et médiatique des retours d'œuvres d'art pillées et spoliées par les nazis ». Pillées et spoliées, dans le vocabulaire français, c'est les nazis. On ne parle pas de spoliation, on essaye d'éviter, Pierre Rosenberg me le faisait remarquer au moment de ma thèse, on essaye d'éviter de parler de spoliation pour la période napoléonienne. Les Français, dans ce cas, utilisent plus volontiers le terme de saisie révolutionnaire. Les Italiens, eux, sont moins... où la langue italienne est moins prudente, elle parle, et j'aime bien cet article de Wikipédia, elle parle en effet de spoliation napoléonienne ou de furti napoleonici, et j'aime en particulier cette capture d'écran de Wikipédia, puisque les 2 termes sont tous les 2 dotés de 2 notes en bas de page qui expliquent le problème qu'il y a à nommer ces choses par leur nom, point d'interrogation. En France, donc, on parlait au XIXe siècle, on parlait au début du XXe siècle, on parle encore, par exemple dans les cartels du Louvre, de conquête artistique ou de saisie révolutionnaire, des termes qui, bien sûr, transmettent la terminologie et l'idéologie du vainqueur, de celui qui s'est approprié ces objets. Les Allemands parlent indifféremment de Beutekunst ou de Kunstraub, sachant que Beutekunst concerne plutôt, même si c'est flou, les œuvres que les Allemands ont perdues pendant la Seconde Guerre mondiale et que les Russes leur ont prises, tandis que Kunstraub, c'est soit les spoliations qu'ils ont pratiquées eux-mêmes, les nazis donc, soit Napoléon. Les Russes ne s'embarrassent pas et continuent de parler aujourd'hui de trophées, qui d'ailleurs, dans des conférences internationales à Moscou, quand les cabines de traducteurs travaillent et que les Allemands s'efforcent dans leur langue officielle de parler de Im Krieg oder kriegsbedingt verlagerte Kulturgüter, c'est-à-dire les œuvres d'art ou les biens culturels transposés pour des raisons de guerre, on entend toujours la traduction « die Trophäen, die… » etc. C'est pourquoi je propose l'expression plus neutre de translocation patrimoniale. Translocation est un terme de chimie génétique, et d'ailleurs le patrimoine artistique et le patrimoine génétique peut-être peuvent susciter les mêmes métaphores. En tout cas, les translocations, ce terme, a l'avantage à mes yeux de mettre le lieu au centre du propos, le lieu d'où les œuvres sont prises, le lieu où elles ne sont plus et le lieu où elles arrivent. J'essaierai donc de parler de translocation, s'il m'arrive de glisser, de remplacer par vous-même par ce terme qui me paraît plus neutre et qui, par ailleurs, a l'avantage de ne pas concerner seulement les œuvres d'art, mais aussi les livres et les archives, qui toujours doivent être pensés dans ces grands mouvements d'œuvres d'art forcés avec les questions des musées. Juste à titre de rappel, car il me semble qu'en France, ce qui s'est passé en Europe de l'Est ou en Europe centrale pendant la Seconde Guerre mondiale est moins connu. Quelques cartes, ici simplement une carte des grands déplacements induits. D'une part, c'est la flèche qui va vers l'ouest par les saisies et les confiscations
donc les transpositions patrimoniales pratiquées par les Allemands en Russie, en Union soviétique pendant la guerre, et d'autre part le mouvement contraire d'évacuation des œuvres d'une part par la Russie jusqu'au fin fond de la Sibérie. Il faudrait ajouter à ces cartes évidemment ce qui s'est passé en 1945, c'est-à-dire la saisie par l'armée rouge d'œuvres retrouvées en Allemagne et emportées de Saint-Pétersbourg à Moscou et envoyées aussi jusqu'à Irkoutsk dans les musées de province. Si on faisait un atlas de ces déplacements, de ces translocations patrimoniales, on pourrait bien sûr revenir à l'Antiquité, montrer combien Rome s'est approprié pendant des années ou des centaines d'années les œuvres des Grecs, de la Grèce à l'Égypte, y compris jusqu'à la Mésopotamie. Il faudrait revenir avec insistance sur la guerre de 30 ans et sur la migration de collections entières, notamment de Prague, la Kunstkammer de Rudolf II, qui a été transférée entièrement jusqu'à Stockholm. C'est pourquoi on trouve là-bas des Archimboldi, par exemple, qui n'y seraient jamais arrivés si cette grande prise de guerre n'avait pas eu lieu, et des bibliothèques entières. Puis, bien sûr, qui nous est très chère, la période des confiscations révolutionnaires et impériales qui donc ont mené des collections entières à Paris jusqu'en 1814-1815, puis a induit leur restitution en 1815. Et puis le deuxième cercle de flèches qu'on voit à l'intérieur de la France, c'est la redistribution par le décret Chaptal dans les musées de province, grand moment donc de translocation patrimoniale et grand moment de production de discours et de réflexes et de pratiques liées à ces translocations. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale aussi, il faudrait regarder ce qui s'est passé en Europe centrale. Et j'associe volontiers, comme je vous disais tout à l'heure, avec toute la prudence requise, les grands déplacements ou la création des musées européens au XIXe siècle qui ont puisé en Égypte, en Afrique, en Océanie, une grande part de leur collection, provoquant des réflexes chez les victimes, en quelque sorte, qui sont les mêmes réflexes que chez toutes les victimes. Et c'est à cause de mon intérêt pour les victimes dans la séance d'aujourd'hui, c'est parce que j'adopte le point de vue des victimes dans cette histoire que je peux mettre ces questions ensemble. Évidemment, si on adopte le point de vue de l'acteur, de ces saisies ou de ces concentration, on ne peut pas les mettre ensemble, ce ne sont pas les mêmes discours. Mais le ressenti de la victime est souvent le même, et c'est ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui, tant que durera la perte. Je voudrais regarder un petit peu ce qui se passe chez les victimes. Les victimes ne sont pas celles qui produisent le plus de discours, le plus de textes, et c'est plus difficile à saisir que ce qui se passe chez l'acteur. Je voudrais regarder avec vous rapidement 3 textes qui me paraissent intéressants dans la mesure où ils prennent justement la place de celui qui est dépossédé de son patrimoine. Ces textes sont datés du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est donc le texte de gauche, puis de 1798, un texte de Heidenreich, et finalement de 1861 à droite, traduit en chinois, puisque c'est devenu un vrai texte que tous les enfants chinois connaissent par cœur, la fameuse lettre de Victor Hugo au capitaine Butler sur le pillage, sur le sac du palais d'été. Ça, c'est la colonne 5 du prisme que je vous montrais tout à l'heure, qui donc décrit les expéditions d'Assurbanipal contre l'Élam, Tyr et l'Égypte. On connaît bien les exactions commises par Assurbanipal à ce moment-là. On connaît aussi très bien son goût pour la littérature et les arts. Au milieu du XIXe siècle, on a retrouvé à Ninive une grande bibliothèque dont est issu ce cylindre. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est donc à la colonne 5 en bas, à partir de la ligne 72, le texte qui continue sur la colonne numéro 6, qui rapporte le récit du retour de la fameuse statue que j'évoquais tout à l'heure. Je le lis. Donc c'est Assurbanipal qui fixe son acte par écrit pour la postérité. La déesse Nanaya, qui depuis 1635 années, les compléments entre crochets ont été publiés donc, par Jeanne-Marie Hénard, et on sait ce qui manque sur ce cylindre-là, parce qu'il existe d'autres cylindres qui racontent la même chose dans d'autres musées du monde, notamment
à Londres au British Museum. La déesse Nanaya, qui depuis 1635 années était irritée parce qu'elle était allée habiter en Élam, lieu indigne d'elle, alors en ces jours-là, elle et les dieux, ses pères, me nommèrent souverain des pays. Elle me chargea en ces termes de ramener sa seigneurie. Assurbanipal, hors de l'Élam mauvais, me fera sortir, et il me fera rentrer dans l'Eanna. Je saisis la main de sa grande divinité. Le chemin direct de joie, elle prit vers l'Eanna. À l'intérieur d'Uruk, je la fis entrer dans l'Eiliana, qu'elle aime. Je l'installai dans son siège éternel. Ce qui m'intéresse, d'une part, ici, c'est cette mention des 1635 années, donc la durée de la mémoire de cette victime qui manifestement s'est transmise de génération en génération jusqu'au moment où l'occasion est donnée de la reprendre. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le fait que Nanaya parle. Alors le fait que des œuvres d'art victimes de déplacements forcés parlent est un fait constant dans l'iconographie et dans les textes depuis l'Antiquité. On en trouve beaucoup d'exemples autour de 1800. Les œuvres d'art saisies par les Français qui vont à Paris, des Rubens, se mettent à pleurer, à parler, à se plaindre d'être à Paris où ils sont mal. Le plus beau, sans doute, exemple, ou le plus récent, est celui des têtes chinoises évoquées tout à l'heure, qui, dans cette caricature de 2009, disent qu'elles veulent rentrer à la maison, comme Nanaya des siècles plus tôt. Ce qui me paraît intéressant aussi pour la répétition des discours, pour ces réflexes des discours sur les œuvres perdues, c'est la mention selon laquelle l'endroit où elle a été transportée est un lieu indigne d'elle. Alors ici, il faut faire une petite pause. Marc Fumaroli évoquait tout à l'heure les destructions d'œuvres d'art. Évidemment, dans ces questions de translocation patrimoniale, l'intérêt, c'est que les œuvres ne sont pas détruites, mais qu'elles sont bien des objets de désir. D'où le titre de la conférence. Elles sont des objets de désir qui, loin d'être détruites, marquent en quelque sorte une reconnaissance de l'autre pour sa création artistique. C'est des œuvres convoitées et qu'on ne détruit pas. Et pourtant, dans les discours, donc elle n'est pas détruite, mais elle est mal là où on l'emmène. Le lieu est indigne. Et ça, tous ceux qui travaillent sur ces questions de spoliation savent combien c'est un discours récurrent. Au moment de la saisie des œuvres par la France, l'argument légitimatoire, la rhétorique révolutionnaire, c'était de dire ces œuvres sont mal dans les pays où elles sont sous le joug des souverains, on va les libérer et les mettre au pays de la liberté où elles seront beaucoup mieux. On entend aussi ça, pardon de faire des raccourcis, mais mon objectif, c'est d'essayer de créer des liens. On entend ça beaucoup aussi à propos des spoliations de biens juifs, quand on dit « Ah, mais les collectionneurs veulent récupérer les œuvres simplement pour les revendre. » Donc en fait, leur rendre, c'est les mettre dans un lieu indigne, puisque ce qu'ils veulent, c'est s'en débarrasser pour en faire de l'argent. Cette idée que les œuvres ont des lieux dignes et des lieux indignes revient depuis l'Antiquité en permanence. Et pour nous autres qui nous occupons de ces questions, c'est vraiment un marqueur. Quand on entend ça, il faut toujours se dire « attention, il se passe quelque chose d'idéologique derrière ça ». Second texte, on est en 1798, le texte d'un philosophe, un article d'un philosophe, Karl, dont j'ai oublié le prénom complet, Heidenreich, paru dans la Deutsche Zeitschrift au moment du transfert des collections de Rome et d'Italie du Nord vers Paris. Karl Heidenreich publie un très long article qui me paraît être l'un des textes les plus actuels finalement sur ces questions, toujours aujourd'hui. Un long article intitulé « Le vainqueur est-il en droit d'arracher des œuvres d'art et de littérature à un peuple vaincu ? Une question de droit international. Darf der Sieger einem überwundenen Volk Werke der Literatur und Kunst entreißen? Eine völkerrechtliche Question. » Bien sûr, il n'y avait pas de droit international fixé à ce moment-là. Et Heidenreich se pose des questions qui, plus que des questions de droit, sont des questions de la définition du patrimoine national et de l'importance des œuvres d'art pour une nation ou plus généralement pour une communauté d'êtres humains. Il prend à un moment de son texte la position du vainqueur et explique que le vainqueur, en confisquant des collections d'œuvres d'art et en les déplaçant, fait comme s'il disait les mots suivants au vaincu. Qu'il te soit plus difficile à l'avenir de te cultiver, que l'on arrache au génie et au goût de tes plus nobles fils les modèles qui pourraient les mener à l'immortalité, que les belles choses de l'art,
qui diffuse entre les nations des sentiments aimables et humains, soit soustraite de vos regards à tout jamais. Donc ici, on est bien dans l'idée qu'en déplaçant ces œuvres d'art, on fait perdre à la victime, ou la victime perd ce qui fait son caractère ou son statut d'être humain, dans l'esprit du XVIIIe siècle, de personnes cultivées, enrichies par ces œuvres d'art qui sont le commerce des hommes et la production humaine authentique. Un autre endroit, plus loin dans le texte, Heidenreich va plus loin et qualifie de crime contre l'humanité, dit-il, Verbrechen gegen die Menschheit, l'action par laquelle une nation vaincue se trouve dépouillée de ses chefs-d'œuvre artistiques nationaux. Car ces chefs-d'œuvre, ajoute Heidenreich, n'ont pas de prix pour la nation. Leur véritable valeur ne se laisse pas mesurer. Leur véritable valeur étant quelque chose comme une valeur identitaire liée à l'humanité profonde de ces nations. Le vainqueur pose les jalons d'une haine et d'une vengeance éternelle, car aussi longtemps que vivra la nation vaincue, vivra l'humiliation de la perte. Là encore, on a une tentative d'explication. Pourquoi le passé ne passe pas? Parce que l'acte d'être privé, le fait d'être privé d'un patrimoine artistique est une humiliation qu'on ressent peut-être même après la restitution. C'est une humiliation parce qu'on est nié dans son humanité de peuple. D'après ces maximes, ajoute Heidenreich, c'est le dernier extrait, le vainqueur pourrait tout aussi bien capturer les grands poètes et les grands artistes de la nation vaincue et les déportieren dans son État, ou n'importe où ailleurs. Ce ne serait pas un acte plus tyrannique que la spoliation, Spolierung, des galeries. Là encore, on est dans un discours qu'on retrouve jusqu'à l'heure actuelle, ou en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier si on se met en Russie et qu'on regarde les Russes parler de ce que leur ont fait subir les nazis dans ce grand Kunstraub organisé de la Seconde Guerre mondiale. On est privé de sa propre culture, on coupe le lien d'une région, d'un peuple, vers son passé. Or, le passé est la nourriture du présent et de l'avenir pour ces peuples et ces régions. Dernier texte, celui de Victor Hugo, donc écrit en 1861, un an après le sac du Palais d'été, bien connu ici en France et en particulier en Chine. Ici, là encore, la question de la longue durée de la mémoire est thématisée à la fin de sa lettre. Hugo écrit « J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée ». C'est-à-dire que dès le moment des faits, on pense à la restitution possible dans très longtemps, et ici il aspire à ce retour, il se met, Hugo, dans la longue durée. Et ce qui me paraît intéressant pour les discours tenus aussi depuis longtemps, c'est le paragraphe précédent, bien connu, où Hugo accuse l'Europe d'avoir été barbare. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Ces questions de barbares et de civilisés, cette opposition entre les barbares et les civilisés revient tout le temps dans ces discours, revient en particulier dans le contexte franco-allemand où, du point de vue allemand, les barbares, par exemple, sont les Français qui pillent les collections allemandes autour de 1800, puis, après, du point de vue français, les Prussiens sont les barbares quand ils récupèrent les œuvres en 1815 au Louvre, et ces accusations réciproques de barbarie, et ce positionnement de civilisé accompagnent ces questions sur le long temps des événements. Ça touche la question du lieu indigne. Le civilisé est celui qui possède le lieu digne où les œuvres peuvent être montrées, tandis que le barbare, évidemment, est indigne de les posséder. Alors, si on regarde en particulier les films ou l'iconographie produite par la Deuxième Guerre mondiale, le sujet ou la constellation est toujours reprise. Ici, on voit à la fin du train de Frankenheimer le colonel von Waldheim, le général von Waldheim, qui explique aux résistants français que la beauté appartient à qui est en mesure de l'apprécier, c'est-à-dire que lui-même se met du côté du civilisé, alors que le film le met du côté du barbare, ou ce très beau tableau des années 80, qui est donc exposé au Musée des Beaux-Arts de Riga, qui représente l'armée russe en 1945 devant la Madone Sixtine à Dresde. Et là encore, on voit bien que ceux que les Allemands décrivent comme des barbares qui ont pris la collection de Dresde pour l'emporter à Saint-Pétersbourg, ici les Russes se représentent eux-mêmes comme ceux qui aiment
l'œuvre d'art, qui sont du côté de la civilisation, qu'il étudie avec une loupe et en historien de l'art, et qui la protège. Second volet, douleur fantôme, point d'interrogation. Vous voyez ici une photographie de l'automne 1952, prise dans le réfectoire du monastère de San Giorgio Maggiore à Venise, où l'on constate, donc édifié au XVIe siècle, où on constate, pardon, il faut que je reprenne où on constate au fond l'absence, la présence de l'absence en quelque sorte, la présence de l'absence des noces de Cana de Véronèse. Les noces de Cana qui mesurent donc exactement la taille de ce fond de réfectoire, soit 6,50 mètres par 10 mètres pratiquement, avaient été peintes par Véronèse en 1562-1563. Elles étaient restées de 1562-1563 dans ce lieu initial, avant d'être transportées en 1797 en vertu du traité de Campo Formio de Venise à Paris, où elles sont aujourd'hui conservées depuis au Louvre et depuis quelques décennies en face de la Joconde. La présence de l'absence, ce que j'aimerais appeler la douleur fantôme, c'est-à-dire la douleur inspirée par l'absence d'une œuvre d'art, est un sujet très central. Vous savez qu'en 2007 a été placée dans cet espace vide une copie parfaite, une copie plus que parfaite, une copie fantôme pratiquement tellement elle est parfaite, des noces de Cana en 2007 sur l'idée, en tout cas c'est comme ça qu'il la présente et on peut le croire je pense, du sociologue et philosophe Bruno Latour. Bruno Latour, quand il explique l'idée ou la naissance de l'idée de placer une copie là-bas au fond, écrit « J'étais là-bas à Venise pour une conférence. Ils ont projeté sur le mur du réfectoire le tableau manquant. Il pleurait son absence. Chaque nouveau gouvernement italien demande la restitution des noces de Cana, pour la forme. Je leur ai dit que j'avais un ami capable de faire revenir le tableau. » Et c'est le début de la restitution de ce tableau à Venise, restitution dont on pourrait longtemps discuter puisqu'elle pose la question de l'aura, de l'authenticité et d'autres questions centrales pour ces questions de solution de déplacement forcé. La solution qui consiste à mettre une copie, et une solution qu'on trouve aussi déjà depuis l'Antiquité, la solution qu'avait trouvée Dominique Vivant-Denon dans le cas présent, c'était de donner en échange à Venise un tableau de 3 mètres par 3 mètres, français, école française du XVIIe siècle, de Lebrun, qui manifestement n'a pas tenu longtemps, en tout cas au XXe siècle, sur ces photos, le Lebrun n'y est pas. La présence de l'absence est difficile à saisir pour l'historien, mais on trouve quelques témoignages. Ici, par exemple, dans les années 1950, au milieu des années 50, dans les musées de Dahlem, à Berlin-Ouest, au moment où les musées attendaient le retour des œuvres qui n'avaient pas été transférées en Russie, puisque celles-ci ont été restituées à l'Est, à Dresde et à Berlin-Est, mais les œuvres, on l'ignore souvent, qui avaient été emportées aux États-Unis et qui avaient fait une tournée triomphale, notamment en France aussi et en Belgique. Ici, pendant plusieurs années, en tout cas entre 1953 et 1955, à Dahlem, les œuvres, les cadres étaient préparés, le retour était préparé, et un panneau indiquait « Diese Räume sind für die in Wiesbaden deponierten italienischen Gemälde und Skulpturen vorgesehen ». Ces salles sont prévues pour les tableaux et les sculptures italiennes déposées à Wiesbaden, Wiesbaden étant le collecting point où les Américains, d'où les Américains avaient fait circuler les œuvres. Alors que font les victimes de ce type de saisie ? Elles mettent en scène l'absence, ou en tout cas elles la subissent, elles la vivent, elle est dans l'espace, cette absence, mais aussi elles tentent de récupérer ces œuvres. Et elles tentent, puisque c'est un passé qui ne passe pas, elles tentent à plusieurs reprises. On a déjà vu dans la citation de Bruno Latour que les gouvernements italiens tentent régulièrement de récupérer l'œuvre. On a un bel exemple quand on pratique les archives parisiennes, françaises, des demandes de restitution
répétée de la ville de Cologne à l'égard de ce tableau de Rubens, le martyr de Saint-Pierre, que vous voyez ici dans son lieu d'origine ou son lieu actuel, c'est-à-dire l'église Saint-Pierre de Cologne. Ce martyr de Saint-Pierre est le dernier tableau que Rubens a peint avant sa mort, et c'était cette église de Cologne, sa paroisse. C'est-à-dire juste après sa mort, sa famille a fait don du tableau à la paroisse, c'est-à-dire de 1642 à 1794, pendant 152 ans, ce tableau se trouvait dans la paroisse de Saint-Pierre de Cologne, jusqu'à ce que la Révolution française le transloque à Paris. Alors, pour comprendre comment se font ces demandes de restitution permanentes, les archives sont utiles, les archives du Louvre et aussi les archives nationales dans la série F17, par exemple, où on trouve un gros dossier intitulé le Rubens de Cologne. Vous voyez ici, par exemple, la requête une des nombreuses requêtes du maire de la ville dans le dossier, ici en l'an 10. On trouve aussi dans la correspondance de Dominique Vivant-Denon, qui a été éditée notamment par Isabelle Lemann de Chermont et par Marie-Anne Dupuy au moment de l'exposition Denon, les stratégies que Denon met en œuvre pour ne pas restituer ce tableau, qui ne sera restitué donc qu'en 1815. Autre mode d'action des victimes face à ces œuvres perdues, une tentative d'historiographie. Alors quand les œuvres sont perdues, et surtout longtemps après, on tente de reconstituer ce qui a été perdu, quand, comment et où se trouvent les objets. Pour ça aussi, le contexte franco-allemand est très utile. On voit, je vous montre ici, une très grande liasse de papier due à Hermann Degering, que je citais déjà tout à l'heure. Il était bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de Berlin, et en 1915, dans le contexte de la guerre, a tenté, comme beaucoup d'autres historiens de l'art et bibliothécaires, de reconstituer ce qui éventuellement n'avait pas été restitué en 1815 par Napoléon pour saisir l'occasion de la Première Guerre mondiale pour aller récupérer ces œuvres-là. Le défi méthodologique de ce genre de travaux, c'est que le vainqueur sait à les listes d'acquisition, sait dans quelles conditions se sont effectuées les prises, tandis que le vaincu, la victime, ne sait pas et est obligé de déployer un grand arsenal méthodologique pour combler ces lacunes, pour, dans l'absence de source, créer un sens. Et ces historiens de l'art, ces bibliothécaires thématisent ce grand problème. Je vous lis une phrase issue de ce papier conservé aujourd'hui aux archives de la Staatsbibliothek à Berlin. « Si nous pouvions accéder à Paris au dossier relatif à la question, nous aurions d'elle une vision beaucoup plus claire, jusque dans les détails, que celle que nous avons aujourd'hui. Nous en sommes en effet réduits, vu le caractère lacunaire des documents d'archives donc, que nous avons chez nous, à procéder pour d'importantes régions par analogie et par supposition. Autant dire que ces analogies et ces suppositions, du fait de l'absence de transparence du dominant, en quelque sorte, parce que ceux qui ont opéré les saisies ne racontent rien, les autres se mettent d'abord à chercher et puis à fantasmer. C'est ce qu'il appelle les analogies et les suppositions. Un très grand fantasme, un bel exemple de fantasme patrimonial, de douleur fantôme, d'idée qu'on pourrait récupérer à Paris quelque chose qu'on a perdu dans le contexte franco-allemand, est le célèbre codex Manès, dont vous voyez ici le folio 47 verso, 46. Codex qui, sur 700 pages environ, rassemble avec de riches enluminures et dessins, peintures, rassemble les chansons de près de 140 Minnesänger, qui sont les troubadours et les trouvères allemands à peu près. Ce codex avait été compilé et illustré au début du XIVe siècle, et pendant la guerre de 30 ans, pour une raison qui nous échappe, qui échappait, en tout cas au XIXe siècle, à l'histoire. Pendant la guerre de 30 ans, ce codex qui était à la bibliothèque palatine d'Heidelberg avait disparu d'Heidelberg. On croyait au XIXe siècle qu'il avait été transféré à Munich, puis offert par Munich à Rome. En tout cas, au milieu du XIXe siècle, Jacob Grimm, qui a vu ce codex à Paris, Jacob Grimm, celui des frères Grimm, qui était commissaire pour la récupération des livres en 1815, a vu ce codex à Paris et pendant tout le XIXe siècle dit que c'est un codex extrêmement intéressant pour l'histoire de la littérature allemande, de la germanistique, mais qu'on n'est pas du tout, qu'on ne comprend pas très bien comment il est arrivé à Paris. Il cite ici
un de ses collègues qui explique que le codex avait été transporté pendant la guerre de 30 ans de Heidelberg à Paris et que malheureusement en 1815, on a oublié de le récupérer. Et cette idée qu'en 1815, donc après les guerres napoléoniennes, on aurait pu récupérer cette chose qui aurait été prise à Rome par les troupes françaises, préoccupe l'Allemagne, puisqu'évidemment c'est des textes en moyen-haut allemand qui intéressent l'identité nationale allemande, les intéressent à tel point qu'après l'unification de l'Allemagne, du Reich allemand en 1870, se forme le projet d'en faire un facsimilé photographique. Vous voyez qu'il y a une page ici, donc un procédé extrêmement moderne et coûteux et difficile a été mis en œuvre pour créer ce facsimilé photographique qui a été montré en procession en 1886 au moment du 500e de l'université d'Heidelberg. Un objet très chargé. Alors là, on est vraiment dans la douleur fantôme, en plus avec la photographie qui est un effet de lumière. Finalement, les Allemands ont réussi à récupérer le manuscrit, mais seulement en 1888, et grâce à un grand vol qui avait eu lieu dans la Bibliothèque nationale, le vol des manuscrits par Libri. Libri, ce voleur de manuscrits, on avait revendu une grande quantité en Angleterre, et les Allemands, le Reich allemand, a eu l'idée de faire racheter les manuscrits chez l'Anglais pour une grande somme d'argent et de les échanger ensuite auprès de Léopold de Lille, alors administrateur de la Bibliothèque nationale à Paris, de les échanger contre ce codex. Le codex est maintenant à Heidelberg, mais toute l'histoire de sa reprise est l'histoire d'une présence-absence, en quelque sorte. On trouve aussi à Heidelberg la reliure en maroquin typique du XVIIe siècle de la Bibliothèque nationale à Paris, avec le titre Recueil des anciens poètes, recueil d'anciens poèmes allemands, la dépouille, la peau de ce manuscrit qui évidemment a été relié puisque c'était indigne de lui d'être dans cette reliure parisienne, la peau, cette peau de la prise, en quelque sorte, est conservée à la bibliothèque d'Heidelberg aujourd'hui et montrée dans diverses expositions. Le fait que l'absence d'information, et ça c'est une question qui nous touche beaucoup aujourd'hui, tant dans les questions des spoliations des biens juifs que dans les questions postcoloniales, le fait que les institutions qui possèdent les œuvres d'art soient peu intéressées, ou enfin peu motivées, peu intéressées, et pas forcément pour des raisons intentionnelles, mais à écrire l'histoire de leurs acquisitions, le fait donc que les victimes ne sachent pas et soient obligées de reconstituer toutes seules, elles-mêmes, l'histoire de ce qui s'est passé, et peut avoir des conséquences graves ou terribles. Je vous montre ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, les efforts que les Allemands toujours ont fait pour essayer de comprendre ce qui avait été saisi dans les régions rhénanes sous la Révolution française. Donc, on voit une Denkschrift und Listen über den Kunstraub der Franzosen im Rheinland seit 1794 als Arbeit des Kunsthistorischen Instituts der Universität Bonn, etc. L'Université de Bonn, les historiens d'art de l'Université de Bonn, en 1939, tentent de refaire toutes les listes de ce qui a été éventuellement perdu. Et on lit dans l'introduction de ce texte quelque chose qui explique ensuite la présence d'officiers et d'historiens de l'art et de bibliothécaires allemands dans les institutions parisiennes. On lit dans l'introduction « Selon M. Oediger, archiviste à Düsseldorf, on devrait pouvoir trouver aussi les listes originales des commissaires spoliateurs rangées dans des cahiers verts qui ont toujours été gardés dans le bureau du directeur Aumont de la Bibliothèque nationale à Paris. Il faut s'en emparer et en tirer les informations utiles. Ils y sont toujours. » Dans les bibliothèques, secondo, dépouiller les inventaires d'accession de la Bibliothèque nationale, entre autres. Dans les musées, tertio, dépouiller les inventaires d'accession des institutions suivantes, Louvre, Cluny, Arsenal et tous les musées et collections de Paris, ainsi que tous les musées des grandes villes de province. Ces douleurs fantômes, ces douleurs, ce mal de l'absence, conduit à une agression en quelque sorte, ou en tout cas une prise en main, à une prise de possession des archives, de la mémoire de l'autre en temps de guerre. Et je pense qu'à l'heure actuelle, au début du XXIe siècle, je vais le redire rapidement, il est vraiment important que les institutions qui possèdent ces informations les diffusent, puisque si on ne les diffuse pas, les autres viennent un jour les chercher, ou alors se développent des fantasmes qui sont bien pires que la réalité. On peut peut-être préciser à cet endroit ici que dans le cas allemand, les fantasmes, pour ce qui est de la Révolution française,
et de l'Empire, les fantasmes allemands étaient bien plus grands que ce qui était réellement resté à Paris, c'est-à-dire presque rien. Dernier volet qui est lié à ce que je viens de dire, le musée impassible. J'évoquais tout à l'heure le film 5 nuits, 5 jours, sorti en 1961 en RDA et dans tous les pays du bloc de l'Est, un blockbuster lui aussi, qui montre donc le sauvetage de la galerie, qui met en scène le sauvetage de la galerie de Dresde par l'Armée rouge, ou si on adopte le vocabulaire de l'Allemagne de l'Ouest, donc sa confiscation à titre de trophée vers Moscou. Je vous montre un très court extrait de ce film qui, pour ces questions, est sans doute un des plus beaux films. On voit donc ici le capitaine Leonov, qu'on voit aussi sur l'affiche à droite, retrouvé le 8 mai 1945, juste le jour de la fin de la guerre, qu'on entend fêter par ces grands cris dehors, retrouvé dans des dépôts, notamment donc, la collection des galeries de Dresde, et en particulier l'autoportrait avec Saskia de Rembrandt, qui d'ailleurs avait été acquis par Dresde à Paris en 1751, à l'occasion de la vente de la collection des tableaux de Noël à Réunion. Donc là, déjà un transfert qui était passé par le marché de l'art au XVIIIe siècle. Et ici, en 1945, nous montre ce film de 61. Les Russes redécouvrent ces tableaux là où ils avaient été cachés par les nazis, dans de mauvaises conditions. Et avec son képi, le capitaine Leonov nettoie la poussière qui s'est accumulée à cause du fait que les Allemands ne savent pas conserver leurs tableaux. Lieu indigne. D'ailleurs, on voit un nazi dans le film qui tire sur des tableaux. Donc, ce moment dans ce film est le moment clé où on voit tous les soldats de l'armée rouge s'arrêter devant ce tableau. Et puis, plus tard, une grande musique de Shostakovich, qui a fait la musique du film, résonne pour montrer combien ces soldats sont émus de retrouver ces œuvres d'art. Donc ce sont eux les civilisés, ce sont eux qui comprennent les œuvres d'art, c'est bien à eux de les posséder et de les envoyer en Russie. De manière très significative, exactement au même moment, dans le même contexte idéologique, Louis Aragon et Jean Cocteau enregistrent à Paris ce qui s'intitule maintenant les entretiens sur le musée de Dresde, un livre. Ils l'enregistrent sur un magnétophone, une émission de radio de 12 minutes en a d'ailleurs été tirée. Ils enregistrent à partir de photos noir et blanc des entretiens sur la galerie de Dresde, eux-mêmes communistes, s'apprêtent ou bien participent au mouvement idéologique de retour, de fête du retour de ces œuvres restituées par Moscou en 1958. Au début de ces entretiens sur le musée de Dresde, qui sont parus simultanément en allemand, Cocteau demande à Aragon d'où viennent les musées. C'est un échange souvent cité, je le relis quand même pour mémoire. Je voudrais te demander quelque chose, je suis très inculte. De quand datent les musées? Voilà ce que je te demande. Je dois te dire que je n'en sais à peu près rien. Je suppose que c'est après la Révolution française que le musée est réellement né. Après un essai sans lendemain au XVIIIe siècle, le directoire a fondé les musées de province, il y a eu le musée Napoléon. Et lorsque les tableaux ont été mis en circulation par les guerres, par les pillages. En somme, on raflait les tableaux après la victoire et on les montrait au peuple comme des dépouilles opimes, comme des étendards pris à l'ennemi. C'est de cet impérialisme que dut naître le musée. Et là, Aragon, c'est ce qui est beaucoup plus intéressant. Oui, mais l'affaire qui nous unit aujourd'hui, c'est-à-dire le musée de Dresde, est justement une affaire inverse, en ce sens que la guerre qui a dévasté entièrement le territoire allemand a passé sur Dresde et que c'est l'armée russe occupante qui les ramène aujourd'hui à leur lieu d'origine.
ce texte est important parce qu'on voit combien, le motif du lien entre spoliation et musée, guerre et musée est lié, et combien, un discours idéologique peut se plaquer dessus en disant « Ah non, 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 mais là c'est le contraire, ils restituent, ils ne prennent pas », alors que 10 ans avant, 15 ans avant, les Russes avaient pris ces œuvres, bien sûr. Ce qui m'intéresse ici, et ce qui m'intéresse pour la question de la longue durée de la mémoire et de notre action aujourd'hui et au XXIe siècle, c'est le fait que le lien entre pillage et musée soit aussi clairement formulé ici, et pas seulement ici, il l'a toujours été dans l'un des plus célèbres et des premiers témoignages iconographiques sur ces questions de spoliation, c'est-à-dire l'arc de triomphe de Titus à Rome. On voit le bien célèbre relief où les œuvres, les objets sacrés saisis par Titus à Jérusalem autour de 70, de l'an 70, sont amenés en triomphe à Rome. Vous voyez donc ces personnes, 18 personnes qui, sous le poids de brancards, portent le butin et l'amènent sous l'arc de triomphe de Titus. Un motif qui avait été repris, comme on le sait bien, en 1813, au moment des saisies napoléoniennes, exactement le même motif dans un vase de Sèvres de porcelaine d'Antoine Béranger, dont la commande avait été passée par Vivant Denon. On voit des Parisiens éclairés porter, pliant sous la charge, des manuscrits du Vatican sur des brancards, exactement comme dans le bas-relief de Titus, devant, à droite ici, le groupe du Laocoon et la Vénus de Médicis. Mais là, donc ici, le lien entre triomphe militaire et musée est à nouveau, par le fait de la persistance iconographique, est à nouveau donné. Mais ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est que alors que dans le cas romain, le triomphe militaire est bien montré comme un triomphe militaire, avec cet arc de triomphe sous lequel passe cette procession, dans le cas du vase de Sèvres, les vainqueurs passent, et vous le voyez peut-être ici, au musée. Ce n'est pas un triomphe militaire, c'est le triomphe de l'institution musée qui justifie qu'on puisse se comporter ainsi, en quelque sorte. Et ce point-là est extrêmement important, le fait que dans la mémoire collective, dans la mémoire populaire, et dans la mémoire iconographique qui se transmet comme ça, de manière silencieuse depuis des siècles, la victoire militaire et la victoire et la création du musée soient ainsi liées. Et le fait que ce soit déjà le cas en 1813, quand on repense à l'Antiquité, ou en 1950, quand Aragon et Cocteau repensent aux années 1800. J'en arrive à ma conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? 1, que les victimes aient la mémoire si longue. 2, qu'elles soient si patientes. 3, qu'elles aient envie de savoir. Et 4, qu'elles ne reconnaissent pas forcément cette légitimité du musée, qui est simplement, en quelque sorte, on l'a vu ici, une étiquette. On entre au musée et on n'entre pas sous un arc de triomphe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Alors là, j'adopte le point de vue d'une Berlinoise, de quelqu'un qui a été confronté ces derniers mois à une campagne d'affiches montrée ou affichée à Berlin, qui reprend exactement le type de graphisme des musées de Berlin. Le logo détourné, vous le voyez en bas à gauche, de la Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sauf que l'aigle prussien pleure, on voit un peu l'alarme, et qui montre donc des objets des musées de Berlin, avec ce titre, dans le cas présent, Schon Beutekunst betrachtet, avez-vous déjà regardé des butins de guerre, campagne qu'on trouve sous différentes variations, Preußischer Kulturbesitz, point d'interrogation, propriété culturelle prussienne à gauche, et liberté de mouvement pour Nefertiti à droite. La réponse ou une réponse serait, quand on prend au sérieux les douleurs fantômes, quand on prend au sérieux le temps long de la mémoire, serait de dire qu'il faudrait peut-être que les musées ou que ces institutions qui gardent ce patrimoine depuis le XIXe siècle au plus tard, qu'elles se souviennent que la légitimation du musée doit toujours être répétée, qu'il faut toujours expliquer ce qu'est un musée, qu'il faut toujours le redire et qu'il ne suffit pas d'écrire musée pour faire accepter ce genre de translocation patrimoniale. Il me semble, et en tout cas pour être enseignante à Berlin et être en contact avec les jeunes générations pour qui le national, l'universel, le mouvement permanent sont
sont des antagonistes qui n'ont pas vécu dans ces constructions nationales, ou en tout cas qui vivent elles-mêmes de manière cosmopolite. Ces jeunes gens, même s'ils sont issus de milieux éclairés, ne comprennent pas pourquoi les musées gardent ça. Évidemment qu'il faut restituer. Et il me semble qu'il y a une grande, peut-être pas urgence, mais importance pour ces institutions, à Berlin en tout cas, ici le cas est peut-être différent, de redire toujours que ce patrimoine, comment ce patrimoine est venu, d'être transparent sur ses origines et peut-être de réexpliquer pourquoi les musées ont lieu d'être, parce que c'est plus naturel. Je vous remercie.